Ok, donc ici, il y a écrit One Product Owner et One Person. Donc déjà, c'est là où ça peut frotter un peu. Et il y a après écrit un truc. Donc là, c'est responsible en anglais, qui est plus contributeur que responsable. Mais en gros, ici, c'est quand même écrit que la Scrum Team, elle est responsable de tout ce qui est lié au produit. Et c'est là où ça peut un peu frotter avec des gens qui viennent historiquement plus de la partie produit. Et alors là, le truc aussi où là, voilà, l'organisation entière doit respecter les décisions du Product Owner. Bon, c'est là aussi, il y a des trucs assez forts qui sont quand même écrits dans le Scrum Guide. Et par contre, moi j'aime beaucoup la partie en bas qui dit que le produit c'est un véhicule pour délivrer de la valeur avec des frontières claires, blablabla. Donc ça, globalement, moi, la partie produit, je suis quand même plutôt à l'aise avec ce qu'elle a. Je suis assez mal à l'aise avec ça, parce que je trouve que ça s'applique vachement bien sur un produit qui n'a qu'une équipe, mais dès qu'on commence à en avoir plusieurs, c'est compliqué. Et donc là, je vous ai pris l'exemple de Cdiscount. Et c'est là, au fait, pour info, je suis un truand. À chaque fois, je dis que vous avez 5 minutes, mais je vous laisse 30 secondes. Là, j'ai pris cdiscount.com, je me suis amusé à taper Agile. Et là, c'est là où je vous demande, il y a combien de produits là? Bon, il n'y a pas vraiment. La réponse, il n'y en a pas vraiment. D'ailleurs, je ne sais même pas exactement combien il y en a, mais surtout, vous voyez, il n'y en a pas un, quoi. Et derrière cdiscount.com, on est bien d'accord, il n'y a pas un product owner avec une équipe. Hein. Il y a un peu plus que ça, quoi. Et donc, ça, c'est là où ça commence à chaque fois à devenir compliqué. C'est dès qu'on dépasse le produit qui est mono-équipe, mono-product owner, bah, il y a un peu des questions qui se passent. D'où sont les produits? Alors, je peux considérer que cdiscount.com, tout ça, c'est le produit et que j'ai des sous-produits à l'intérieur. Ou je peux considérer que bah, ça, c'est un produit, ça s'en est un, et après, il y a une sorte de regroupement. Donc après, ça dépend comment on veut le voir, mais en tout cas, cette question-là, c'est clair qu'elle va se poser. Et c'est là où, pour moi, il faut faire gaffe à un truc. On peut considérer que, si je reviens au Scrum Guide qui était avant, là, bah, j'ai mon product owner qui s'occupe de son produit avec son équipe et tout. Et si je fais ça sur un truc comme ça, bon, moi, je vais finir comme ça. Alors, ce que moi, j'appelle ça le feu d'artifice, c'est en gros, si je considère qu'il y a un mec qui va s'occuper de la recherche, bah, il va faire un truc, le mec qui va s'occuper des offres, il va faire un autre truc, et ça va faire un ça. Donc, moi, je trouve ça hyper joli. Tout le monde va dans des sens différents, c'est joli, mais c'est complètement inefficace. Et en gros, c'est le point sur lequel je veux venir. Quand le produit commence à être un peu gros, ce qui est écrit dans le Scrum Guide, il y a un moment où ça va frotter. Je vous préviens, tout de suite, à un moment, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le Product Owner version Scrum. Je vais le quitter pour au moins 20 minutes. Et à la fin, je vais revenir dessus. Donc, vous inquiétez pas. Là, je vais dans du Product Management un peu plus pur. Et après, je reviendrai à la fin sur le Product Owner et sur Scrum. Donc, à la Bible des agilistes, j'oppose le dieu du produit, donc Monsieur Marty Kagan, qui est en gros, alors SVPG, il a fallu que je retrouve parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était pas SFPG. Donc ça, c'est Silicon Valley Product Group. Et globalement, tout ce qui se passe dans le monde du produit, ça vient de San Francisco et donc ça vient de la Silicon Valley. Et donc là, c'est un des membres hyper influents de la Silicon Valley. Et lui, il vient pas de Scrum. Hein. Il vient plutôt de la partie sales, marketing et tous ces trucs-là, produits. Et donc lui, il arrive avec une autre vision. Et lui, il écrit des trucs comme ça. Et après, des fois, il écrit des trucs un peu plus gros en disant de toute façon, le product owner Scrum, c'est juste un truc pour faire du delivery, mais ça ne sert pas à grand-chose. Lui, il dit en gros, il ne devrait pas y avoir des PO, il devrait y avoir que des PM. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, j'arrive à ça. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas d'ailleurs ça? Ouais, tu ne connais pas? Alors, vous réfléchissez dans votre tête et vous visualisez l'animal que vous voyez. C'est bon? Donc, c'est quoi l'animal? Un canard? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit autre chose qu'un canard? Un lapin. Peut-être une mouette en plus. Mais en gros, ici, si vous regardez comme ça, là, c'est les oreilles, l'œil et en gros la bouche. Là, vous avez le lapin. Et si vous regardez dans l'autre sens, là, vous avez le bec avec l'œil qui est là. C'est la même image. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on regarde la même image, mais on ne comprend pas la même chose. Et donc, en gros, la problématique que je vais amener, c'est de dire, mais finalement, il y a Marty Kagan qui arrive avec une vision et il y a Scrum qui arrive avec une autre vision. Est-ce qu'on ne serait pas en face du canard-lapin où finalement les deux ont raison, quoi. C'est et un canard et un lapin. Et c'est pour ça que je vais aller creuser ça. C'est joli. Donc ça, pour info, c'est sorti sur Twitter. Il y a même la référence qui est là. Et c'est la vision du product management un peu plus large. Alors, Marty Kagan, il n'était pas à fond là-dessus, mais si vous suivez John Cutler ou des gens comme ça, ils étaient vraiment à fond là-dessus. Si tu prends en photo à la distance, tu vas avoir du mal à lire quand même. Vous pouvez creuser. Ça a été une source d'inspiration énorme hein, pour info sur ce qu'on a fait côté Cdiscount. Ce que je vais plutôt faire, c'est vous montrer ce que nous, on a fait. C'est un peu plus simple sur ce truc-là. Et donc, par rapport à ce que je disais d'ailleurs ce matin, c'est ce qu'on met en place pour sortir de Safe. Donc, en gros, c'est la façon dont on voit les choses. Donc là, en gros, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé le truc en 4 étapes et on a discuté sur la partie objet. Pour info, les supports, ils sont déjà en ligne. Hein.
Si vous voulez éviter les photos, vous ne voyez pas. Mais vous pouvez aussi, hein, mais en tout cas, les supports sont en ligne. Et là, je vais vous expliquer le truc en détail. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un truc qui s'appelle Product Strategy, de l'inspiration à l'ambition. Pourquoi? On a des demandes qui arrivent des prospects, on a des demandes qui arrivent des clients, on a des idées internes, tous ces trucs-là. Globalement, je prends un ticket de bus et j'écris le truc dessus, c'est à peu près ce qu'on arrive. Des fois, c'est des solutions. Enfin, c'est toujours à chaque fois des trucs qui arrivent qui sont vraiment pas clairs. Donc ça, c'est des opportunités. Donc ça, par rapport à ce que je disais, c'est plus fort dans le B2B que le B2C, parce que dans le B2B, on a vraiment des clients qui nous font des demandes et des prospects qui nous font des demandes. Dans le B2C, les propositions d'amélioration, elles sont un peu plus internes ou en fonction de ce qu'on voit, ce que nos utilisateurs utilisent, mais ça ne change pas grand-chose. Donc l'opportunité, c'est un truc en général, donc on a fait un petit framework, mais c'est qui a le problème, quel est le problème, comment on fait aujourd'hui, comment vous savez qu'il y a tel problème. Il y a 5-6 questions qu'il y a dedans, et ça nous permet après de savoir si oui ou non on veut bosser dessus. Parce que déjà, la première question, c'est est-ce qu'on veut bosser sur ce truc-là? Et c'est là où on fait focus, triage des idées versus ses objectifs stratégiques. Par rapport à la stratégie qu'on veut faire sur le produit, où est-ce qu'elle se situe cette opportunité? Et des fois, on dit, bah, en fait, les coordonnées GPS des entrepôts au Koweït, on ne veut pas le faire. Donc, c'est des trucs où par rapport à ça, on voit si on le fait. Après, une fois qu'on a fait ça, là, on va creuser. Ici, à ce moment-là, en termes de recherche utilisateur, ça n'a rien à voir avec la recherche utilisateur de type Discovery, parce que c'est hyper exploratoire. Hein. C'est le truc, par rapport à mon ticket de bus, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est vraiment le truc où, si on prend les product designers, on va un peu retourner toutes les pierres du champ, mais c'est vraiment de la recherche utilisateur hyper exploratoire. Donc là, on va explorer le potentiel de l'idée. Et une fois qu'on a fait ça, on va passer en strat tactical, où on va passer ce que nous, on a appelé des thèmes. Donc, d'un côté, on a la demande des clients, la demande des prospects, et on fait exprès de ne pas mélanger ça et ça. Parce que ça, c'est le truc tel qu'on nous l'a exprimé à la base, qu'on a qualifié, qu'on a éventuellement décidé d'y aller, et là, on va le faire en thème. L'opportunité, ça peut être un truc à 1 an. Ça peut être, alors il y a eu quoi il n'y a pas longtemps, la gestion des traductions, il y a une réglementation sur la logistique qui est sortie qui s'appelle AGEC. Bah, le truc, on ne va pas le faire en 3 mois. Hein. Donc en gros, ici, je peux avoir des trucs qui sont vachement gros, et là, on dit non, mais on ne va pas commencer à travailler sur un truc de ce type-là si on ne l'a pas un peu détouré. Là, on a créé le thème. Donc là, le thème, c'est on a décidé d'y aller, on a une ambition business, et c'est un lot, en gros, à 3 mois de delivery maximum. Donc en gros, on a coupé le truc. Donc à une opportunité, on peut découper en plusieurs thèmes. Alors ça n'arrive pas si souvent que ça, pour info, la plupart du temps, il y a quand même une opportunité qui va donner un thème, mais en gros, là, ici, on a décidé d'y aller et on connaît l'ambition. On a énormément bossé sur le template et je ne vous le montrerai pas après, mais je vous donnerai un peu ce qu'il y a derrière. Le thème, c'est vraiment une ambition business. À ce moment-là, j'ai le problème, j'ai quasi pas la solution. Le seul truc que j'ai, c'est ce qu'on appelle les principes technico-fonctionnels structurants. Donc là, j'ai fini ma product stratégie. Pour être capable de passer mes opportunités à la stratégie, il faut avoir une stratégie. Ça paraît con, mais... Et c'est là où moi, je sors des trucs du style la product vision à la mode elevator pitch. Je suis hyper content quand on me donne une vision. Alors, pour moi, une vision, c'est quoi? C'est un arc-en-ciel. C'est un endroit où j'ai envie d'aller, mais en fait, je ne l'atteindrai jamais. Je ne veux pas atteindre l'arc-en-ciel. Donc, je ne vais pas avoir la vision 2023. J'ai la vision aujourd'hui plus... Alors, je pourrais vous dire qu'on est à 5 ans, qu'on se projette vachement loin, mais dans la pratique, on est plus à 18 mois, hein, pour info. Et donc, en gros, ici, c'est vers où on veut aller. On essaie d'avoir un truc qui bouge et qu'on soit toujours à 18 mois. Et après, c'est là où des fois, ça me dérange parce qu'on me donne une vision en disant je veux aller vers là, mais je fais mais on est où aujourd'hui? Et en fait, j'en sais rien. Et donc, à chaque fois, maintenant, moi, je veux le truc, je veux savoir où on en est, quoi. Et on s'est rendu compte des fois qu'on a fait des stratégies que sur certains points, on disait on veut faire ça, mais en fait, on y est déjà. Et sur d'autres, on est là, mais en fait, t'es sûr là? Et une fois qu'on a ça, moi, ce que je veux, c'est ça. Comment y aller? Je vais vous donner des exemples, éventuellement, si on bosse sur la partie OKR. À un moment, et je caricature qu'à peine, j'ai vu des OKR, c'était augmenter le chiffre d'affaires, diminuer les coûts et augmenter la satisfaction client. Bon, alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est super, ça m'aide vachement, mais je ne sais pas comment on y va. Et en gros, la stratégie, c'est ça. La stratégie, ça doit me donner des options pour savoir comment je vais y aller. Je vais aller investir plus en Europe, je vais aller, j'en sais rien, les petits clients, les machins. Si le truc, c'est gagner plus d'argent et coûter moins cher, moi, en gros, ce que vous faites, si vous faites ça, si vous reportez juste d'un niveau d'en dessous, le fait que les gens vont devoir avoir des idées. Et là, en gros, sur ce truc-là, il faut quand même qu'on ait une direction high level de vers où on veut aller. Et c'est là où, donc, quand on dit on passe au filtre de la stratégie, il faut que ce soit assez actionnable. C'est pas le truc, il faut augmenter le nombre de clients. C'est ça, pour moi, on n'a rien dit. Donc, pas de stratégie ici, il n'y a pas de changement. Et des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas de changement. Après, ça donne des options pour aller vers la vision. C'est le truc qui est là. Il faut que ça donne un peu de focus. Pour moi, l'intérêt de la stratégie, c'est que ça va focaliser un peu tout le monde vers un truc. Oui ou non, on le fait ou pas. Et je veux focaliser globalement par rapport
Au feu d'artifice que j'ai montré avant, justement, c'est pas ça qu'on veut. On veut dire, et ça, on va y aller. Et après, leading versus lagging, pour info, sur ces trucs-là, on va essayer de chercher des indicateurs qui nous aident à prendre des décisions. C'est la notion de leading, c'est celui qui va m'aider à savoir ce qui va se passer dans le futur. Le lagging, c'est celui qui me dit, hier, il a fait des nuages, il faisait je ne sais pas combien de degrés, et je suis hyper content, mais j'en fais pas grand-chose, en fait. Parce que ça me donne la météo de la veille. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on prend des indicateurs qui mettent tellement de temps à bouger que j'ai l'info 3 mois plus tard, et en fait, ça ne me sert pas à grand-chose parce que c'est trop tard, quoi. Et donc, en gros, quand on veut mettre en place des indicateurs, pensez bien au leading, ceux qui vont vous aider à prendre des décisions, et pas au lagging, ceux qui vous donnent la météo de la veille. Dans la pratique, pour info, moi, j'essaie d'avoir les deux. Parce que les leading, c'est souvent des proxys, qui est pas direct, et le lagging, c'est celui qui est vraiment le vrai. Tu vois, par exemple, on a vraiment augmenté le nombre de clients ou des trucs comme ça, on peut le faire. Enfin, le nombre de clients, c'est pas le bon exemple. On a augmenté le nombre de clients en Angleterre ou des trucs comme ça. C'est le truc définitif. Donc, j'aime bien en général avoir un leading, un lagging. Donc, par rapport à la conf d'hier sur les OKR d'Anne, moi, souvent, j'ai 2 KR. Un leading, un lagging, et ça ne me sert à rien d'en avoir d'autres. Parce que plus j'ai de KR, plus j'ai du mal à prendre des décisions. Donc, c'est là où, bête et con, un leading, un lagging, et c'est très bien. Et donc, voilà, l'étape de product stratégie, mon image, c'est sortir du brouillard. Je dis sortir du brouillard parce qu'en général, les trucs qui nous arrivent en product strat, c'est, je ne sais pas, là. Donc, ça, c'est vraiment de la recherche exploratoire. Et une fois qu'on a fait ça, on passe en product discovery. Donc, product discovery, j'ai détouré mon brouillard, là, je sais, voilà, mon ambition bise sur ce truc-là, c'est ça, et c'est un truc qui est relativement cadré. Et je ne pars pas sur des trucs à 10 ans. J'ai eu la discussion, justement, avec Anne, ça, limite, c'est proche d'un OKR tactique. Parce que c'est un bloc qui a à peu près de 3 mois. Là, ici, vous voyez qu'on fait problem space, solution space. Ceux qui aiment bien le design thinking, vous allez le retrouver. Le seul truc, c'est que par contre, on a détouré le truc. C'est souvent, des fois, si vous discutez avec des product designers, ils se plaignent en disant, en gros, on me demande d'aller voir des utilisateurs pour aller à la chasse aux problèmes. Et en gros, je retourne toutes les pierres du champ pour voir s'il n'y a pas des problèmes qui traînent et pour faire un truc. Et c'est là, non, on ne veut pas. C'est quoi l'ambition qu'il y a derrière? Après, problem space, solution space, et après, on y va. Donc, on a vachement normé le mot thème. Et après, en passant en design, on va découper en incréments de valeur. Sur ce truc-là, on a pas mal bossé. Un épique, alors dans la terminologie agile, pour moi, un épique, ça veut tout dire et rien dire. Donc là, on a normalisé ce que c'est un épique. Un épique, c'est un lot de valeur. Si je le mets en prod, quelqu'un pourra faire demain quelque chose qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Bon, ça peut marcher aussi sur des échanges entre applis, mais ça, c'est un lot de valeur et ça doit être un lot de valeur. Je vous expliquerai après ce que c'est une US. Donc, en gros, ça, c'est le product discovery. Je vous donne nos tamis de filtres. Désirabilité, ça, c'est le traditionnel problème solution fit. Est-ce que je suis en train de résoudre un problème? D'ailleurs, la question qu'il y a, c'est aussi, est-ce que je suis en train de résoudre le bon problème? C'est-à-dire, si c'est le 10e dans la pile des problèmes pour l'utilisateur, ce n'est pas le bon problème. Il faut absolument qu'il soit haut. Donc ça, c'est la désirabilité. En B2B, ce qui est vachement important, c'est que ce n'est pas parce que mon client il a un problème que moi, je décide nécessairement de le résoudre. Ça se trouve, ce n'est pas en lien avec ma stratégie. Et c'est ça, la viabilité. Est-ce que c'est viable économiquement pour moi? Utilisabilité, c'est est-ce que je résous bien le problème, mais mon appli elle est tellement mal faite qu'il n'arrive pas à s'en servir. Donc ça, c'est la partie utilisabilité. Et on a fait un choix assez fort et assez assumé. La faisabilité fait partie de la discovery. Donc en gros, là, on fait la partie archi, tous ces trucs-là. On ne fait pas un truc produit d'un côté et un truc tech de l'autre. La faisabilité fait partie intégrante de la partie discovery. Et on a fait aussi un autre choix, responsabilité. On a décidé de surtout pas faire un 5e tamis qui s'appelle responsabilité, où on pourrait mettre tous les trucs green et compagnie. Parce que, pourquoi on dit ça? GDPR, la data, si je fais du numérique responsable, c'est dans la viabilité. Utilisabilité, l'accessibilité, c'est là-dedans. Et après, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Éco-conception et tous ces trucs-là, c'est là-dedans. Donc, on n'a pas vu l'intérêt de rajouter un truc à côté. Surtout, on ne voulait pas, parce que sinon, les gens allaient nous calculer un critère de responsabilité dont je suis sûr qu'on s'en sera. On n'aurait fait rien avec, on s'en serait pas servi. Donc, on l'a mis à l'intérieur de ces 4 trucs-là. Donc là, on a vraiment tous les livrables à chaque fois sur les 4 axes sur la partie discovery. Donc, j'ai des livrables de faisabilité sur problem space. C'est majoritairement de l'architecture fonctionnelle. J'ai des livrables sur la solution space, c'est de l'architecture applicative. Donc, vous voyez, en gros, sur les 4 tamis que j'ai là, j'ai les livrables associés sur chaque étape. OK? Et donc, après, le truc que je dis là, c'est une vieille station essence aux États-Unis. Je rajoute juste un truc, c'est pas en lien direct, mais presque. Cherchons à résoudre les problèmes de demain, pas ceux d'hier. Il faut faire hyper gaffe en discovery. On peut regarder les usages d'aujourd'hui des gens, mais il faut aussi voir que le truc, il va être en prod pas tout de suite, mais un peu demain, enfin un peu dans le futur. Et donc, il faut
vraiment penser à ça et se focaliser sur les problèmes de demain, essayer de ne pas faire les problèmes d'hier. Donc ça, c'était Product Discovery. Après, on passe en Product Delivery, et c'est là où, pour info, tout ce qui est User Story Mapping découpé en US, nous, on le met là. Parce qu'on considère que pour passer en delivery, on a juste besoin des lots de valeur, on a besoin du design applicatif high level et tout, mais on n'a pas besoin du truc hyper fin. Et donc, en gros, le truc hyper fin, il va arriver là. Et ici, on va avoir ça, US, qu'on décrit comme un changement de comportement du produit sur lequel on peut avoir du feedback. Ça, c'est un lot de valeur, ça, c'est un changement de comportement du produit sur lequel on peut avoir du feedback. On a essayé de sortir du jargon de bataille agiliste pour avoir des définitions un peu plus claires. Donc là, après, c'est assez standard. On fait, on build et on valide. Et roule ma poule. Et c'est là où on est sorti de Safe en partie. Pourquoi? Parce qu'au début, on scopait, justement, on scopait. On faisait un trimestre, voilà tout ce qu'on va faire dans le trimestre. Et ça faisait qu'on était surchargé, c'était le bazar. Là, ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant, on priorise de manière absolue tous les thèmes. Donc, c'est un tri absolu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, on s'en sert pour la priorité des épiques qui héritent de la priorité des thèmes. Et une fois qu'on a la priorité des épiques, bah, les US derrière, elles découlent. Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, ce qui s'est passé, c'est qu'une équipe commençait à bosser sur un sujet, mais pas l'autre. Donc, on a déjà eu des décalages jusqu'à 12 mois. Et en gros, à l'arrivée, ce que ça fait, c'est qu'on ne livre rien. Donc maintenant, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'un thème, une fois qu'on le prend, tout le monde le prend. S'il y a un qui n'est pas là, on n'y va pas. Et donc, en gros, par contre, on a bordé les thèmes à 3 mois. Donc, à partir du moment où on décide d'y aller, on y va. Et c'est du tri. Et en gros, ce qui se passe, c'est quand on change les priorités, vu que c'est du tri, eh ben, où est-ce que tu me mets dedans? Et on arrête de remplir les trucs. Et là, je reviens un peu quand même à Scrum. C'est quoi un sprint goal? Et c'est là que je dis, en fait, moi, je ne sais pas ce que c'est un sprint goal et je m'en fous, mais complètement, en fait. Pourquoi? Parce que je veux pas. Moi, ma priorité, c'est les thèmes d'abord. Hein. C'est mon ambition business. Après, c'est les épiques, mes lots de valeur. Après, dire, dans ma période de 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma priorité? Bah, j'en sais rien. Ma priorité, elle est là. Hein. Après, des fois, j'ai des épiques. Je vais faire 3 épiques dans un sprint. Des fois, je vais faire un épique qui est sur 2 sprints. Moi, c'est ça qui compte. Hein. Ça, le sprint goal. Donc, tu me trolles mon truc, mais c'est pas grave. Donc en gros, si tu vois ici, c'est que j'ai 3 boucles de feedback. J'ai une boucle de feedback au niveau des US là, où je vais quand même faire de la sprint review et montrer aux utilisateurs en environnement de pré-prod. Je vais aussi avoir des boucles de feedback au niveau des épiques pour faire que ça revienne. Et je vais aussi avoir une boucle de feedback au niveau des thèmes. Donc en gros, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment avoir des boucles de feedback à chaque fois. Par contre, on ne repriorise pas les thèmes tous les 2 jours. Pour l'instant, je cherche un peu, on fait tous les 3 mois, mais je sens qu'on va finir tous les mois. Mais vu qu'on est en stack, en tri absolu, c'est pas grave parce que si j'ai un truc qui arrive, je suis juste en train de changer l'ordre dans la stack. On essaie d'avoir la règle qui est de dire un truc commencé, je ne peux pas l'arrêter. On n'a pas réussi. Non, alors, pour info, on n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on a fait l'exercice où on est sorti de Safe, on s'est rendu compte ici qu'on avait plus de 100 thèmes. Et là, en gros, on a fait, bon, on va peut-être en arrêter certains, en fait. On va déroger à la règle, on va l'arrêter. Et là, on a killé un bon paquet, quoi. Parce que c'était des trucs qui dataient d'il y a longtemps. Et on a fait une partie, mais pas tout. Et là, on dit, bah, on a fait cette partie-là, c'est très bien, on s'arrête. On ne fait pas le reste. Donc là, on a dérogé de la règle. Mais j'essaie donc d'avoir des boucles de feedback comme ça. Celle-là, elle est forcément plus fréquente que celle-là. Et donc, au fur et à mesure, j'essaie d'apprendre. Et justement, quand on fait la prio, le premier truc qu'on fait à la prio, c'est qu'est-ce qu'on a appris depuis la dernière fois pour pouvoir se réorganiser derrière. Ça répond à ta question? Vous avez vu, la voiture rose, elle est belle. Hein. Le truc donc, dont j'ai parlé, pourquoi il y a une voiture, une voiture, une voiture, on essaie de se rapprocher pour faire plaisir à Nicolas qui est là du One Piece Flow, de prendre un thème, puis un thème, puis un thème, puis un thème. On avait tendance à ouvrir tous les thèmes d'un coup, et c'était le gros bordel derrière. Donc là, maintenant, le truc, c'est de dire, le thème numéro 1, c'est celui-là, le thème numéro 2, c'est celui-là, le thème numéro 3, c'est celui-là, t'en prends un, tu le finis, et après tu passes à celui d'après. Ça, en gros, ce qui va se passer, c'est je prends le premier thème, 1, ok, on est parti dessus, il y a les gens, 2, 3, 4, et là on peut se rendre compte que le 5, on ne peut pas le faire, parce qu'il n'y a pas de kappa dans une équipe, parce qu'ils sont déjà sur 1, 2, 3, 4, et donc là on va prendre le 6, et si tu veux, toi, je vais éventuellement commencer à délivrer le 6, alors que j'aurais dû prendre le 5, mais parce que j'ai pas la kappa sur le 5. Donc, tu vois, je vais redescendre. Et après, par contre... ça, c'est un complément. Quand on fait la prio tous les 3 mois, on ne l'a pas complètement encore implémenté. On ne s'interdit pas de changer le staff. Parce que tu vois, si je me rends compte qu'il y a une équipe qui est en train de bosser sur les priorités 18 et qu'il y en a une qui ras la gueule sur la priorité 5, à un moment, je vais dire, on va peut-être changer un peu le truc. Par contre, on changer le staff sur les priorisations à court terme, donc les priorisations de 0 à 3 mois, j'interdis de changer le staff. Je t'autorise à changer le staff pendant 3 mois. Je ne sais pas si tu vois le truc. C'est un mécanique pour y aller au fur et à mesure. Ouais, en gros, la question qui a été un peu posée, c'est
comment, enfin, je ne sais pas exactement comment le dire, mais en faisant la réponse, ils vont comprendre la question. Ça va être ça. En gros, ce qu'on dit, c'est que l'équipe 5, elle a besoin d'une équipe, enfin l'équipe A, elle a besoin elle va bosser sur le thème 5, elle a besoin d'équipes l'équipe B et C qui sont sur 1, 2, 3. Et bah là, c'est pas de bol, t'es combien? T'es 5, moi je suis 1, 2, t'as perdu. J'essaye de faire le système le plus bête et con du monde pour faire que quand on fait des réunions d'arbitrage, j'ai plus besoin d'aller voir les chefs pour savoir ce qu'on va faire avant. Le tri absolu, c'est un tri absolu. T'es 1, t'as gagné, t'es 10, t'as perdu. Et c'est comme ça. Et typiquement, ce qu'on a fait pour info, c'est qu'on a aussi mis les enablers techniques dedans. Les enablers techniques sont dans la prio. Donc, certains, on a réussi à les mettre haut, et certains, on n'a pas réussi. Mais au moins, la prio, elle est claire. Je l'ai déjà fait dans une ancienne vie, dans une autre boîte. Le truc vraiment bête et con, avec un tri absolu, et je suis 10, t'es 20, t'as perdu. C'est hyper efficace en delivery. Ça fluidifie tout. Des fois, ça frustre, parce que tu te dis, ah ouais, mais ça fait... Bah ouais, mais... Et après, une fois que t'es... Par contre, quand tu fais ça, il faut expliciter pourquoi t'es 10 et pourquoi t'es 20. Aujourd'hui, on arrive à le faire plus ou moins bien. Plus ou moins bien dans le sens plus, parce que, ah ouais, bah regarde, sur ce truc-là, il y a un engagement client, il y a une date de promesse qui est machin. Sur ce truc-là, c'est parce que c'est lié à ça. Je dis moins parce que c'est pas si explicite que ça. Pour info, on est en train d'implémenter du RICE. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle de valeur. On l'a un peu adapté. Donc le RICE, c'est le reach, le nombre de personnes que tu peux impacter. Le I, c'est l'impact. Le C, c'est la confiance que tu vas réussir à avoir l'impact, et tu divises par l'effort. Et en gros, dans le I, là, on a mis les OKR. En gros. C'est pas complètement ça, mais... ok, donc une fois qu'on a fait ça, on essaie de délivrer vraiment dans l'ordre. Le truc dont tu parles, on le fera un jour, mais je pense qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. Voilà. Et après, donc, on va passer à la partie product learning, qui était un truc qui n'existait pas, en gros. Le done, c'était dans le PI, j'ai fini mon Epic, il est done, c'est bon, salut. Et en gros, on n'avait pas jusqu'à la prod, on n'avait pas juste à l'activation. Et en gros, je dis, mais en fait, ça sert à quelque chose ton truc ou je n'en sais rien. Et en gros, là, dans le thème et dans l'Epic, c'est obligatoire d'avoir un critère de succès, qui n'est pas un critère d'acceptance. J'ai vu la discussion il n'y a pas longtemps. Critère d'acceptance, ça me dit juste si mon produit il marche comme je m'attends. Tu vois, tu fais ça, il marche. Et critère de succès, c'est de dire que par rapport à mon espérance business et pourquoi je l'avais fait, c'est rentable. Je vais prendre un exemple de la banque d'investissement, vu qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai bossé il y a quelques années. On avait fait, c'était sur les accès marchés, il fallait ouvrir la Pologne sur un type de deal. On a ouvert la Pologne sur un type de deal et on avait 2 deals par jour. Si je prends les critères d'acceptance, génial, les deals y passent et tout. Bon, espérance business, c'était 1000 par jour. Et c'est là, voilà, l'exemple typique de le produit il marche, mais d'un point de vue biz, c'est un échec. Et c'est ça la grosse différence entre critères d'acceptance et critères de succès. Et chaque thème doit avoir un critère de succès, sinon il n'a pas le droit de passer en delivery. Et là, je vais être relou avec ça. Et si possible, il y a des critères de succès au niveau des épiques. Mais alors, pour info, on ne prend pas de décision de changer l'ordre ou des choses comme ça avec le feedback sur les épiques. C'est les thèmes qui vont nous aider à dire on continue, on pivote et tout. Ça nous permet plus à savoir s'il y a bien l'usage, comment vous voulez, et à faire adapter le produit. Donc, il y a 2 niveaux de décision. Le truc qui est important, je ne sais pas si c'est spécifique à ça d'ailleurs, mais en gros, on a eu tendance à dire ok, on a une initiative, on va en prod. Une fois qu'elle est en prod, je passe à celle d'après. Ça, c'est hyper cool, mais sauf que vu qu'on a fait des lots avec une ambition, on a détouré, des fois, il manque un truc, tu vois, il manque un filtre, il manque des petits trucs, quoi. Et en gros, si on essaie de faire passer les petits trucs dans le rail, alors là, le truc, il se fait laminer. Il a beau être petit en effort, au niveau du reach, de l'impact et tout, il passe jamais. Et donc, en gros, si vous essayez de faire passer les petites adaptations dans votre processus de prio global, il ne passe jamais. D'où le fait que... J'ai perdu l'écran. Je continue. D'où le fait que toning, la voiture rose que vous n'avez pas vue, c'est bon, c'est revenu. L'indispensable toning. Elle est belle celle-là. En gros, voilà, on essaye. Ça, c'est en cours, c'est pas complètement bien fait. On n'a pas un budget run, un budget build. On a un budget MCO. Je vais le faire en français, c'est plus simple, ce qui est du pur support de prod. Je réponds aux problèmes de prod, je réponds aux bug fix, je réponds à un truc là. J'ai un budget pour les features, les gros trucs, et j'ai un petit budget pour le tuning, pour la petite amélioration. Et quand je parle de petite amélioration, je parle autant d'amélioration de produit que d'amélioration technique que d'amélioration organisationnelle. Et en gros, globalement, on n'avait pas un budget sur ce truc-là, et c'était pas clair. Maintenant, il y a un budget. On a un peu de mal exactement à le calculer pour info. Ça paraît très con, mais est-ce que c'est l'outil de time tracking qui le permet ou est-ce qu'on le voit dans Jira? On a du mal à bien suivre les ratios sur ce truc-là. Et à la fin, donc, on arrive à un truc comme ça. Et c'est là où tu m'as posé la question en avant, j'ai déjà répondu, mais pour moi, on n'est pas dans une approche projet s'il n'y a pas cette partie-là.
si on boucle pas la boucle, enfin, s'il n'y a pas le feedback sur ces trucs-là, là, en gros, on fait ça, on délivre, et puis une fois que c'est fini, bah, on passe au truc d'après, on n'apprend pas. Donc, non, pas au niveau de l'Epic. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si tu as regardé les trucs sur Lean Startup, mais plus tu vas en prod, plus tu mesures, et plus tu peux tomber dans un cas statistiquement rare où tu vas prendre une mauvaise décision. Et donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas de décision de savoir si on va enchaîner, pivoter ou arrêter au niveau Epic. L'Epic nous sert à voir si on ne peut pas optimiser l'usage, des choses comme ça, mais on attend d'avoir livré tous les Epics d'un thème pour prendre la décision de continuer. Tu as besoin d'un peu d'inertie, parce que si tu prends trop souvent des décisions du type je pivote, j'enchaîne, j'arrête, bah, à un moment, tu vas prendre la mauvaise décision. Je ne sais pas si tu as vu, ça a été montré que ceux qui font du Lean Startup jusqu'au bout, ils font ça. Là. Et donc là, on se donne de l'inertie, on décide qu'au niveau thème. C'est bon ? Ok, et après, je ne sais plus ce que je raconte derrière. Je raconte que là, ce que je vous ai montré, c'est un process qui est hyper lourd, hein, si on le regarde de loin. Donc là, il y a des raccourcis. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle le all inclusive, où on fait tout. Mais j'ai déjà des idées claires. Bah, je ne fais pas le product stratégie, j'ai la petite demande, je fais ça. Pour info, un truc hyper structurant qui nous a aidé sur les raccourcis, le thème qui porte l'ambition business, c'est ce que je mets dans ma product roadmap, ma roadmap produit. Ça, c'est hyper important en B2B. En B2C, on s'en fout un peu, mais quand on est en B2B, quand on a des clients et des prospects, c'est un peu bien de leur donner de la visibilité sur ce qui arrive. C'est le thème, l'objet qui porte la product roadmap. L'Epic est l'objet qui porte la release note. Et à partir du moment où j'ai dit ça, c'est hyper structurant derrière et ça va tout découler derrière. OK, et donc on a ça, et après, donc, on a les objets. Et là, on a vachement normalisé les objets. Donc l'opportunité, c'est la demande client, prospect et idée d'amélioration du produit. Donc ça me sert à filtrer les options et suivre nos engagements, parce que ça, d'ailleurs, les engagements, c'était pas toujours simple. Le thème, c'est l'ambition de résultats moyen terme, outcome, lié à un JTBD, j'en parle pas, mais pour info, on utilise les jobs to be done. C'est ça qu'il y a derrière, et ça nous sert à prendre des décisions d'investissement. Le fait de dire je vais continuer, j'arrête, des choses comme ça, pour moi, c'est une décision d'investissement. Et c'est à ça que ça nous sert. L'Epic, ça nous sert à valider une promesse de valeur, et l'US, ça nous sert à adapter le produit avant la mise en production. Et en gros, voilà, j'ai des objets qui ont des sens différents. Je sais que je ne suis pas, comment dire, le débat dans les agilistes sur c'est quoi une bonne user story, je l'ai un peu plié là. Changement de comportement du produit, même si je ne livre pas de valeur, mon lot de valeur, il est là. OK. Voilà, donc ce que j'ai dit, ça c'est important, support de la roadmap produit, support de la release note. Une fois qu'on a dit ça, c'est hyper structurant en fait, ces deux trucs. Mais en gros, le truc, c'est que voilà, quand je fais une roadmap produit, je ne veux pas mettre des trucs hyper fins, j'ai ajouté un petit parcours à un endroit. Hein. Je veux communiquer sur les gros trucs. Voilà, et là je reviens à Scrum. Il est où le PO dans tout ça? C'est là où je dis, voilà, s'il sait faire tout ça, Product Strat, Product Discovery, Product Delivery, Product Learning, c'est là où je dis qu'il est quand même vachement balèze, le gars. Et c'est pour ça que je dis que j'y crois pas. D'où j'ai fait le malin. Et après, voilà, je vais vous dire comment on a fait là-dessus. J'ai repris les trucs de Spotify parce que c'est exactement ça pour moi où on est. Je ne veux pas avoir le truc chaotique où chaque PO, PM, je vais vous expliquer après, fait son truc dans son coin, il fait ce qu'il veut, et là, ça va me générer le chaos. Et je ne veux pas non plus avoir un truc bureaucratique. Ce que je vous ai montré, c'est les grandes étapes qu'on doit respecter avec les grands livrables. Je ne dis jamais aux gens comment le faire. Je ne dis pas, tu fais un user story mapping, je m'en fous. Je dis que tu dois finir avec des US. Et tu te démerdes pour savoir comment tu veux les faire. Si tu veux, je peux t'aider. Mais en tout cas, dans le process global que tout le monde doit appliquer, on n'est pas prescriptif sur le comment. Par contre, on dit, voilà, tu dois t'avoir assuré que tu as une architecture fonctionnelle, que tu as une architecture applicative. Et après, voilà, on veut essayer d'avoir un optimum global. C'est le truc qui est là. Et c'est ça qu'on va chercher. D'où le fait qu'après, on a fait ça, qui est un truc hyper structurant, qui est un peu frotté quand même. Donc, accountable en anglais. J'ai mis le terme en anglais exprès. Donc, je vais faire le truc, le slide d'après, je vais revenir. Donc, accountable en anglais, c'est le responsable. Celui à qui j'offre des fleurs si ça se passe bien, celui à qui je mets une tarte si ça se passe mal. Comment vous savez que vous êtes accountable? Qui priorise et qui dit ça va avant ça? Qui sait, est capable de me dire que le thème 1, il est avant le thème 2? Et vraiment, c'est ça, en fait. Donc, ça veut dire que l'accountable, à la fin, c'est lui qui est vraiment responsable du truc, mais ça ne veut pas dire qu'il fait tout seul. On peut avoir les responsibles, les contributeurs, qui peuvent aider, mais à la fin, s'il y a un truc à trancher, ça va être les accountable. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu frustré les product owners d'être qu'à ce niveau-là, US. Et en gros, je ne dis pas que le product owner, il n'a pas le droit de bosser là-dessus, hein. Je dis juste qu'à la fin, celui qui a le tampon et qui peut dire qui fait quoi, sur les Epics, c'est le product manager, sur le thème, c'est le head of product, et sur les opportunités, c'est le chief product officer.
Avant, on avait plus d'objets et c'était hyper flou, on ne savait pas bien qui avait quoi. Là, mine de rien, maintenant, j'en ai pas beaucoup. J'ai ça, 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 et je sais qui c'est. Donc, j'ai un lien hiérarchique. Mais alors, j'ai un lien hiérarchique aujourd'hui. On commence déjà à voir la réflexion parce que c'est quoi le parcours du carrière du product owner aujourd'hui? C'est attendre que son PM s'en aille. Et c'est attendre que. Donc, c'est pas génial. Donc là, on est en train de réfléchir sur les parcours de carrière de type contributeur individuel. Je ne sais pas si vous voyez, côté dev, c'est un peu plus connu là. Des gens qui peuvent participer, aider, mais qui ne sont pas nécessairement managers hiérarchiques. On commence à ouvrir le débat aujourd'hui. Éventuellement, donc quand on fait ça, ça voudrait dire que des gens peuvent être sur la partie produit plus responsables de la stratégie produit et pas avoir de management. On n'est pas rentré dans le débat. Plus de product owner, on n'a que des product managers à la Marty Kagan. Aujourd'hui, on a encore des PO et des PM. On pourra discuter peut-être un jour d'avoir que des PM. En fait, quand on fait ça, c'est qu'ils font ça. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est bon. Ça, j'ai fait. Et ça, j'ai fait. Non, c'est pas fait. Donc, en gros, le truc qui est intéressant là, je ne vous ai pas mis le détail parce qu'il y a un moment, des trucs que je peux partager, mais d'autres un peu moins. Là. Ça, c'est quoi? C'est les fiches de rôle. Et en gros, c'est qu'est-ce qu'on a mis dedans? On va dire que le product owner, il fait. Vous voyez, ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer, c'est comment c'est structuré. On voit qu'il fait un peu de discovery et beaucoup de delivery et un peu de learning. Là, on voit qu'il fait. Il y a de la stratégie ici qu'il n'y a pas là. Et vous voyez en gros les ratios de poids là. Là, il y a beaucoup de product stratégie. Ici, on voit apparaître product structure. Le fait d'avoir structuré les fiches de rôle comme ça a quand même pas mal aidé à réussir à se positionner et voir un peu quel est le poids. Sachant qu'il y a du recouvrement. On n'a pas voulu dire toi tu fais ça, et justement c'est le problème quand on fait des fois des dual track avec les PM qui font du discovery et les PO qui font du delivery, ça on veut pas. Donc on essaye de faire qu'un PO il ait le droit d'aller faire un peu de discovery, et c'est pour ça qu'il y a du recouvrement dans les fiches et c'est exprès. Ok. L'autonomie budgétaire, j'en ai un peu parlé. Donc les head of product, c'est eux qui priorisent les thèmes et c'est eux qui vont donner un peu le poids. On ne retrouve pas le CPO. Pourquoi? Parce que le CPO, il est là pour donner les OKR stratégiques, les filtres stratégiques, mais de manière opérationnelle. Il n'est pas là au jour le jour à prendre les opportunités, à les passer. Donc c'est plutôt les head of product avec les thèmes qui vont en gros piloter toute cette poche budgétaire. Les PO vont piloter toute la poche budgétaire de maintien en condition opérationnelle. Bon, je sais que ça ne renvoie pas du rêve, mais en même temps, il faut le faire. Et au milieu, PO et PM, ils sont là justement sur tout ce qui est amélioration. Amélioration du produit, amélioration de la technique, amélioration des méthodes. Donc le PO, il a quand même des trucs à cet endroit-là. OK, et la fin de l'histoire, c'est ma conclusion ou mon interprétation, où je dis Scrum n'est pas une religion. Voilà, je l'ai dit, le Scrum Guide c'est bien, mais c'est pas non plus une religion. Oui, le product owner possède un bout du produit. Je dis pas du tout que c'est complètement faux ce qu'il y a dedans, et si on reprend le truc du début, toute la structure doit respecter les décisions du product owner. Oui, mais pas surtout. Et d'ailleurs, après, on s'est posé la question dans les fiches de poste, qui possède le product backlog? En fait, il n'y a personne qui possède le product backlog. Il y a le product owner qui fait les US, il y a le PM qui fait les épiques, et il y a le HOP qui fait les thèmes. Donc en gros, j'ai pas un mec qui possède le produit. En gros, j'ai tout le monde qui possède une partie, quoi. Et après, voilà, le truc qu'on avait en tête, c'était de viser l'optimum global pour réussir à faire que globalement, on aille dans la même direction. Parce que là, aujourd'hui, il doit y avoir 15 équipes derrière le truc qui est là. On est monté à plus à un moment. L'optimum global, il est hyper important. Hein. Pour moi, le fait d'avoir 100 thèmes en cours, c'est assez représentatif du fait que chacun a gardé son bout et qu'on a ouvert plein de trucs, alors qu'on aurait dû se concentrer avant. Et restons sur des principes, ce que je vous ai montré. Je dis, voilà, on ne dit pas comment les gens doivent le faire. On dit, attention, tu dois avoir respecté cette étape. Typiquement, si tu me dis, je veux shooter la product discovery, je dis, dans ces cas-là, ça veut dire que tu n'as pas d'évolution sur ton architecture fonctionnelle, tu n'as pas d'évolution sur ton architecture applicative, tu es juste en train de rajouter un petit bout. Donc après, voilà, ça cadre un peu tout ça et ça permet de donner les grands principes généraux. Et ah oui, un peu de lecture, c'est vrai que j'ai plagié Anne. Product Strategy, les bouquins que je préfère, c'est ceux-là. Product Discovery, celui-là. Et hyper opérationnel, bien, mais pour info, donc il parle de Product Discovery. Vous ne trouverez pas de trucs tant que ça sur la partie Product Strat. J'aime bien l'Unix, je me fais de l'autopromotion. Le jour où vous avez du Doliprane, vous pouvez lire ce bouquin de Donald Reinhardsen qui est hyper intéressant sur, en gros, le One Piece Flow. Et après, sur les métriques, j'aime beaucoup le bouquin d'Ashmoria parce que justement, il parle d'indicateurs actionnables
et avec lesquels on peut prendre des décisions. Et si vous vous demandez comment trouver le bon indicateur, il est un peu gros, mais il est assez intéressant celui-là. Je crois qu'il fait 600 pages celui-là. Mais en tout cas, il est assez intéressant sur comment choisir le bon métrique pour prendre la bonne décision. OK. Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a fait des cérémonies un peu? En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les cérémonies safe, on les a poubelles. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est vraiment limite ce qu'on a fait. Donc après, par contre, on les a découpées en gros, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tu as toutes les cérémonies liées à Scrum au niveau de l'équipe. Là, on leur a dit un peu, de toute façon, à la limite, on les a mis dans le référentiel des instances, mais un peu sur, franchement, si vous voulez faire du Kanban, on s'en fout, quoi. Démerdez-vous. Et on les a quand même listés parce que les gens ils voulaient qu'on les liste. Pour info, le truc qu'on a fait, c'est que mais ça, c'était déjà existé avant, les sprints sont synchro. Tout le monde commence en même temps et tout le monde est sur la même taille. Bon, pour l'instant, on a ça. Donc, on a toutes les instances liées aux équipes. Et après, j'ai toutes les instances liées au niveau du dessus, avec de la priorisation trimestrielle, de la priorisation mensuelle. Après, j'ai encore l'instance liée au truc du dessus. Parce que globalement, tu vois, j'ai des instances pour les US, j'ai des instances pour les épiques, j'ai des instances pour les thèmes. Et après, j'ai des fréquences différentes, sachant que la façon dont on bosse, on fait souvent une instance de prio et après une instance de planif. La prio, c'est juste je mets la stack dans l'ordre, là. Et après, la planif, c'est par rapport à la prio, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tout à fait les mêmes interlocuteurs, mais en gros, on a tout redéfini. Donc, tu as un Confluence qui explique tout ça en détail, qui a toutes les instances dedans, il y a tous les objets, il y a tous les templates, parce que pareil, on a pété tous les templates des objets. Alors, US, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. J'ai surtout pété le template d'opportunité, j'ai pété le template de thème. En même temps, j'ai pas pété grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai surtout étendu le truc. Au début, pour info, ça a fait peur parce que le template de thème, tu as une vingtaine de questions, un truc comme ça. Et ils disaient, mais comment on va le remplir? Et après, je peux vous le faire vite fait. Donc, le template de thème, tu vois, c'est... Il y a toute une partie sur le problème. Quel est le problème? Qui a le problème? Comment vous savez quel problème? Celle-là, elle est sympa. Qu'est-ce que tu pourras faire demain que tu ne peux pas faire aujourd'hui? Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est lié au problème. Et après, c'est quel jobs to be done, c'est quel OKR produit, c'est quoi la valeur pour l'organisation, c'est quoi la valeur pour le client. Pour info, on a des champs texte pour la valeur client et on a des champs texte pour la valeur produit et on a le RICE. Parce que le truc, c'est que le RICE, c'est un chiffre et c'est pas très... je sais pas comment dire, ça manque un peu de storytelling. Et donc, en gros, on a prévu aussi les champs pour que tu puisses raconter pourquoi tu veux le faire. Et après, donc, tu vas te retrouver la partie solution. Et en gros, le template tel qu'il est fait, c'est en fonction de comment tu avances dans le process, tu as des champs supplémentaires que tu vas populer au fur et à mesure. Et en gros, un thème, pour avoir fait l'exo avec les PM, je les ai aidés, là, on met entre 15 et 25 minutes à remplir un thème. Pour moi, c'est gérable, parce que les thèmes, je ne suis pas censé en écrire tous les jours. Donc on a passé énormément de temps sur les thèmes, on a aussi passé du temps sur les opportunités, parce que globalement ce qui se passait, c'est que sur la partie B2B, on a des customer success, on a des sales, et globalement ils récupèrent des trucs des clients, et après ils créent un ticket, mais dans le ticket il n'y avait rien, et tu es là, mais je suis sûr que tu fais une qualif et que tu poses 2-3 questions, et là ils te répondent bah oui, elle est où cette info? Parce que historiquement ces discounts c'est la culture un peu de l'oral. On a dit, mais en fait, ça pourrait être sympa que tu les mettes que tu l'écrives. Et donc, on a repris le template sur c'est quoi le problème, qui a le problème et tout. Et eux, ils ont 6 questions à remplir, je crois. Il n'y a pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Mais en gros, on a dû repenser tous les objets, on a dû repenser tous les templates, on a repensé le workflow. Le jour, on a mis le board avec les thèmes et il y a tant de thèmes en Discover, il y a tant de thèmes en Deliver, il y a tant de thèmes en Learning. Là, celui-là, elle était sympa, quoi. On a fait... qu'on a vu. Et ça a permis au fur et à mesure de prendre des décisions après les discussions. Et là, on est en train d'adapter l'outillage. Je vais vous donner un exemple très con, mais quand moi, j'ai demandé la modification du workflow Jira, tu vois, j'ai fait toc, 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 toc. Et en gros, j'avais prévu des poubelles qu'au début du workflow. Je n'avais pas prévu une poubelle en delivery. Et là, vu le nombre de tickets qu'on avait en delivery, on a rajouté un close and resolve. Tu vois, ouais. En gros, ce que je suis en train de raconter, c'est qu'on n'a pas tout décrit en disant une fois qu'on a tout décrit, on y va. On a plus dit, on a quand même pas mal décrit, on y va, et là, on est en train d'adapter au fur et à mesure. Donc là, typiquement, sur la fréquence des réunions de prio sur les thèmes, on est plutôt en train d'aller vers des saisons. Tiens, d'ailleurs, pour te faire sourire. Mais on risque sûrement de reprioriser tous les mois. Pour ceux qui sont à distance, en gros, c'était sur qu'est-ce qu'on apprend et comment on prend des décisions. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qu'on doit apprendre. Et ça,
Ça, finalement, ça vient au fur et à mesure, mais aujourd'hui, on est un peu embêté parce que si tu prends les thèmes qui avaient été écrits avant qu'on change de façon de faire, il n'y a aucun critère de succès. Donc, en gros, le livre en prod était là, c'est bien, pas bien, bah, je sais pas trop. Allez, je prends les questions à distance pour pas me faire engueuler. Qu'est-ce que tu entends par changer de staff? C'était pour répondre à une question. Ah, changer le staff. Bah, c'est je vire les mauvais, je prends les bons. Non, sérieusement, c'est de dire. Donc, en gros, on a des grandes chaînes de valeur, mettons avant-vente, après-vente, logistique, de ces trucs-là. Si tu te rends compte que la majorité de tes sujets ils touchent la logistique, je prends un exemple au hasard, et en gros, c'est vraiment le truc où tu te rends compte que tu es en train de gérer sur la logistique que des 1, 2, 3, 4, 5, et sur les trucs d'en dessous, tu te retrouves à gérer des trucs plus bas. À un moment, tu vas peut-être te poser la question de savoir s'il ne faut pas rajouter des bonhommes dans un endroit et les enlever de l'autre, quoi. Et donc après, quand je dis enlever, rajouter, se pose la question de est-ce que je peux prendre un mec à droite et je le mets à gauche, parce qu'on évite de faire que quelqu'un, on ne fait pas le truc où tous les jours quelqu'un peut changer d'équipe. Et en gros, ce qu'on essaie de faire avec ce truc-là, c'est de se donner une tendance long terme en disant là, on se rend compte quand même qu'on est en train d'aller plus vers la logistique, peut-être descendre un peu la partie finance, augmenter un peu la partie logistique. Donc en gros, on veut pouvoir avoir la discussion sur les tailles d'équipe. Et pour info, c'est un cheval de Troie pour changer le processus budgétaire, pour passer d'une gestion budgétaire traditionnelle à une gestion budgétaire en mode flux. Je suis un truand là-dessus, je l'assume. Et en gros, voilà, c'est tous les 3 mois, on se pose la question du staff, et ça pose des questions budgétaires, et c'est cool. Et ça évite. Ouais, ok. J'ai posé la question parce que derrière ce qui s'appelle product learning, il y a vraiment le mot product d'abord. Donc, tous nos rituels de learning sont des rituels liés. C'est pas de l'amélioration continue, de fonctionnement d'équipe, de trucs comme ça. C'est là où systématiquement, je veux un critère de succès espéré au début et je compare avec la mesure réelle. Et donc, mon learning, il est beaucoup basé là-dessus. Là, on est en train éventuellement de rajouter aussi des interviews utilisateurs après pour pouvoir avoir un peu de... Tu sais, des fois, la métrique t'explique un comportement, mais pas le pourquoi du comportement. Et c'est là où éventuellement on pourrait décider de rajouter d'autres choses en plus pour comprendre pourquoi on n'a pas l'indicateur. Pour l'instant, on ne le fait pas. On le fera peut-être, mais je veux déjà avoir la mesure pour être capable de prendre la décision. Et là, on commence à avoir les mesures. Et pour moi, c'est toujours le truc. Je prends l'exemple des chiffres de la délinquance de la police, là où pour moi, c'est ma perception perso. Tu as plein d'indicateurs dans tous les sens, et à chaque fois, je suis sûr qu'à un mois donné, je peux trouver l'indicateur qui va dans le bon sens. Et c'est surtout ça que je veux pas. Je veux pas qu'on se pose la question après, au fait, est-ce que c'est un succès ou pas? Bah là, je vais trouver l'indicateur qui me fait dire que c'est un succès. Et c'est là où tu as des biais monstrueux. Il faut systématiquement que l'indicateur soit défini avant. Donc, avant de rentrer en deliver, tu n'as pas le droit de ne pas avoir de critères de succès. Et c'est là où, pour moi, tu évites les biais. On peut rajouter du quali derrière pour expliquer la métrique. Déjà, si on avait les métriques tout le temps, systématiquement, qu'on mesurait tout le temps, ce serait déjà bien. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je dis c'est pas le cas parce que j'ai un stock. Je ne sais pas de combien de temps j'ai le stock d'ailleurs. Mais parce que j'ai un stock de deliver avec tous des thèmes qui ont été faits où j'ai des templates où il n'y avait pas cette info. Il va nous falloir un tout petit peu de temps pour écluser les endroits où on les avait pas. Je sais pas si c'est dû à d'ailleurs à... Si pour moi c'est un peu dû à Safe aussi ce truc-là, parce que le focus avant c'était de délivrer quoi. Le truc qu'on suivait c'était est-ce que tu as bien délivré tout ce que tu avais prévu pendant le PI. Et à un moment on a fait non mais en fait on s'en fout de ça, c'est pas la question quoi. C'est est-ce qu'on a délivré les bons trucs et comment on s'améliore. C'est une des raisons pour laquelle on quitte Safe au fait. Le time to market lent et le fait d'avoir 18 sujets en parallèle et de rien sortir. J'ai répondu à ta question. Ok. Eh ben merci. Bonne app. Et je suis là ce midi.